Aigle tonnerre des Anishinaabe. Yahweh, 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 Merci, Paul. Bienvenue, Cécile. Si peut-être tu peux introduire les gens si on ne peut pas connecter. Là, je pense que juste Michel qui a des problèmes, hein, Marianne? Oui. Oui, Michel a perdu Internet à la maison, fait qu'il va essayer de se reconnecter un petit peu plus tard. Fait que OK. on peut On va commencer avec commencer. notre charmante invité du jour. À toi la parole, Régent. Ouais, ben, quoi, ni domba, ni dombasqual, non bal, non basquois. Bonjour à tous et toutes. Comme toujours, c'est toujours un grand plaisir de me joindre à vous pour partager la culture de mes ancêtres et aussi faire des liens avec ce qui nous entoure dans l'enseignement, dans les transmissions de ces informations-là. Aujourd'hui, on a choisi la légende, en fait, l'origine et signification, parce que souvent, le monde se pose des questions par rapport à ça. Pour la communauté d'Odanak, pour les Abénaquis, on n'a pas beaucoup de légendes, mais on parle de beaucoup de choses qui sont reliées justement avec la nature, les plantes, les animaux, les lutins, etc. Donc, une légende de l'adjectif verbal latin l'agenda, qui doit être lu, est à l'origine un récit mis par écrit pour être lu publiquement. Généralement, il s'agit d'une hagiographie lue dans les monastères pendant la légende, a pour particularité principale de mélanger constamment le vrai et le faux. C'est pour ça, des fois, on va s'amuser à dire « Ah oui, s'il n'y a pas de fumée sans feu, on ne sait pas trop c'est quoi la… » Mais dans la tradition orale, quand un aîné nous raconte une légende où on sait que c'est basé sur des faits réels, et comme Théophile Panadier aimait à dire, ben, on flase alentour. Ça veut dire qu'on brode alentour pour mettre encore plus de suspense. Pour ce faire, elle réfère toujours à des éléments connus, tels des lieux, des individus, des occupations courantes et des temps historiques. Dans les églises, comme pour l'édification des fidèles lors de la fête d'un saint, certains auteurs distinguent encore les mythes de la légende. Pardon. Selon eux, une légende tient de faits réels. Une histoire est racontée, puis est transmise par oral, d'où les modifications. Pourquoi j'ai fait une comparaison avec ce qu'on entend dans les significats, en fin de compte, dans la définition européenne ou dans les vieux pays? C'est pour comprendre que malgré ça, il y a beaucoup de choses qui sont semblables et de l'importance de les lier parce que dans le fond, on fait partie de ces deux mondes-là. On peut la définir comme un récit qui mêle le vrai, étant le mythe, que la légende font partie de la tradition orale des peuples. Il s'agit de narrations transmises de génération en génération qui ont marqué la culture populaire.
La légende est un récit folklorique qui fait intervenir des éléments de fiction pouvant se baser sur des événements historiques, mais qui, année après année, s'est enrichi au point de devenir fantaisiste. Elle sert à expliquer des événements historiques ou propres à une communauté. Donc, pour aujourd'hui, on va parler de ce qui est propre à ma communauté ou les Abénaquis d'Odanak. Donc, par la suite, je vais vous raconter une légende à laquelle j'ai ajouté des éléments importants pour mieux être adapté. Parce que des fois, une légende peut avoir juste 4 lignes ou un paragraphe, puis les aînés, en l'occurrence Théophile Panazzi, il y avait beaucoup de pauses. Ça veut dire qu'ils pouvaient conter la même histoire pendant 1 heure de temps, puis ils ne parlaient quasiment pas. Ça veut dire que tu restais toujours sur le suspense. Un élément caractéristique de la légende est qu'avec le temps, il se nourrit du bouche à oreille. Les gens grossissent ses traits, puis pour lui donner une plus grande portée. C'est pour cette raison qu'une même légende peut être différente d'une population à une autre. Elle s'adapte aux circonstances et aux nécessités de chaque communauté. La légende a souvent aussi un caractère littéraire. C'est pourquoi il est possible de trouver des livres qui retransmettent ces histoires. Maintenant, on tombe dans le mythe. Le mythe est une définition pour bien comprendre, pour faire la différence entre ces deux mots-là. Le mythe est une narration également à caractère mystérieux, dont le rôle principal est normalement joué par des personnages surnaturels et héroïques. Mais, au lieu de prétendre narrer un événement historique, il cherche à l'expliquer, à expliquer l'origine du monde, les phénomènes naturels et certains aspects religieux liés à la communauté ou à la civilisation à laquelle il est rattaché. La mythologie regroupe tous les mythes d'une communauté ou civilisation déterminée. Parmi la mythologie, les plus célèbres, la mythologie grecque, qu'on entend parler tout le temps, même dans l'école, dans les différents paliers de société, romaine, celtique, scandinave. Donc, dans le fond, ce qui peut se rapprocher le plus de nous, ce serait la partie celtique et scandinave, parce qu'on a ces peuplades-là qui sont venus en Amérique très tôt. Parmi les mythes les plus populaires, on peut mentionner la boîte de Pandore, appartient à la mythologie grecque, le mythe d'Excalibur, le roi Richard, dont le roi Arthur, pardon, dont la célèbre épée du roi Arthur. En ce qui concerne, comme on dit, notre gang, on voit qu'il y a différentes interprétations et les liens qui existent entre ces éléments. Dans ce que les universitaires nomment souvent le mythe du plongeur terrestre. Le grand esprit ou un héros mythique, plonge ou ordonne aux autres animaux de plonger dans les eaux originelles pour en ramener la boue avec laquelle la terre fut façonnée. Pour vous donner un exemple de légende, quand je me suis rendu chez les Blackfoot en Alberta, il y avait une légende qui était semblable à ça, qui disait que lors du grand déluge, tous les animaux se sont rassemblés et ils ont essayé de trouver, on dit, un volontaire pour être capable d'essayer de trouver la source. Donc, le radeau ou le rat musqué a descendu très, très creux dans l'eau et a été chercher une boule de terre et l'a ramené à la surface. Ce qui a été éventuellement changé en île, et c'est la raison pourquoi que les Premières Nations ont pu survivre du déluge. Vous voyez que c'est semblable d'une place à l'autre. Dans certaines versions du mythe, la Terre est formée sur le dos d'une tortue.
En ce qui nous concerne, l'endroit qu'on appelle l'île Ronde, pas loin du village ici, à peu près 2-3 000 vers le lac Saint-Pierre, c'est l'île de la Tortue. C'est quoi qui est lié même avec les Anishinaabe, car lors du déluge, c'est l'endroit où ce que le peuple Anishinaabe ou les humains ont pu survivre. Même que dans le livre, dans un des livres des Ojibwe ou Anishinaabe, il y a une carte qui se trouve à l'envers du livre qui identifie justement l'île en question. Donc, vous voyez, même s'il y a une grosse différence de distance entre les Ojibwe et les Abénaquis, ben, on voit que il y a eu du voisinage à une période pareille. Donc, certains peuples autochtones donnent souvent à l'Amérique du Nord le nom de l'île de la Tortue. Les mythes de la création décrivent également les origines de la Lune, du Soleil, des étoiles, des êtres humains. Ils peuvent servir d'histoire et d'enseignement sur l'environnement, les cieux et la relation que l'humain entretient avec le monde et ses semblables. Dans nombre de ces légendes, les filous ou les êtres transformateurs apparaissent sous le trait d'êtres humains, qui possèdent des pouvoirs surnaturels et qui agissent souvent pour donner au monde sa forme actuelle et guider l'humanité. Moi, je me rappelle quand les premiers enseignements que j'avais reçus, c'était quelqu'un qui était originaire de Wagner, au sud du Dakota. Puis pour eux autres, ils appellent ça les tricksters. C'est comme un renard ou souvent symbolisé par un renard qui va vous mettre des embûches dans votre vie. Un exemple, comme pour arriver aujourd'hui puis venir vous parler, ben, on va avoir une embûche. L'Internet, comme ce qui se passe avec Michel, on ne peut pas communiquer avec Michel ou mon auto a brisé pour revenir à temps pour la conférence, etc., etc. Donc, pour eux autres, c'est de quoi qui est tout à fait normal. Puis aussi, c'est considéré comme, on pourrait dire, un test, à savoir si vous êtes vraiment déterminé à vous rendre à un endroit X à tel temps pour être capable de passer de remplir votre responsabilité. Filou, être transformateur et héros mythique. Dans la culture autochtone, le filou peut prendre des formes diverses en fonction du lieu et du groupe. Ils peuvent être un homme, une femme, désagréable ou aimable, héros ou fauteur de troubles, mi-humain, mi-esprit, jeune ou vieux, esprit humain ou animaux. Chez les Mohawks, il s'agit d'un coyote, de Nanabush ou Nanabozo chez les Ojibwe, ou encore du corbeau chez les Haïda, les Tchichian, les Tlingit, les Inuits et les Nishka. Les êtres transformateurs peuvent prendre la forme d'un humain, d'un animal ou d'un objet inanimé en fonction des circonstances. C'est le Glooscap des Mi'kmaq, des Wolastoqiyik, des Abénaquis, des peuples algonquins. Glooscap a donné forme au soleil, à la lune, aux poissons, aux animaux et aux humains. Tandis que son frère Malsun, un autre être transformateur, a créé les serpents, les montagnes, les vallées et tout ce qui, de son point de vue, peut compliquer la vie humaine. Un exemple, souvent, on va voir ce qu'on appelle des couleuvres ici, parce qu'on n'a pas de serpents sonnettes dans la région. Mais souvent, le monde va avoir peur des serpents ou ils vont le lier avec ce qui est diabolique ou qu'importe. Mais pourtant, le serpent, la symbolique du serpent se retrouve dans différentes nations, autant en Australie que partout ailleurs, et ceux qui réussissent en fin de compte, d'acquérir cette médecine-là, ben, ils vont avoir le don de guérison. Et comme vous avez déjà pu remarquer, sur la symbolique d'un médecin ou de la médecine, ben, vous avez un épée puis un serpent qui est enroulé alentour. Certaines traditions autochtones parlent de héros mythiques.
La légende raconte leur voyage périlleux dans le royaume des morts pour en ramener un être aimé. Ces mythes comportent une représentation très détaillée du royaume des morts et jouent un grand rôle pour comprendre des éléments culturels aussi divers que la danse des esprits, des peuples des plaines. À propos de la danse des esprits, une anecdote historique. Comme vous le savez, vous avez probablement vu ça dans des comme documentaires ou même dans des films. Quand les Lakota Dakota ont été attaqués par le général Custer, à cette période, il vivait beaucoup de troubles et il était persécuté, là, c'était pas possible. Donc, un de leurs aînés qui est allé en quête de vision a eu un message du Créateur de commencer la danse aux esprits, ce qu'il appelle le Ghost Dance. Mais le Ghost Dance, aujourd'hui, on le retrouve avec la danse du soleil, qui est maintenant enseignée dans l'Est en différents groupes. On voit que même à ça continue. Les différents concepts de l'âme et plusieurs facettes du chamanisme. Là, maintenant, les mythes institutionnels et rituels religieux. OK. Le grand esprit et conception du monde. De nombreux groupes autochtones croient en l'existence du Créateur, d'un grand esprit ou du grand mystère. En général, cette puissance ou cet être a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Pourquoi je vous parle du Créateur ou du grand esprit et le lien avec le religieux, c'est que tout est interrelié. Un ne va pas sans l'autre parce que, un exemple, la religion catholique, le monde prie la Vierge Marie, prie Jésus, etc., etc. Et puis, ils mettent beaucoup d'énergie à communiquer et transférer cette énergie-là pour en fin de compte, qu'ils soient capables qu'ils réalisent leur prière. Donc, s'il est possiblement bénéfique, souvent, il peut devenir dangereux s'il est traité avec insouciance et irrévérence. Donc, souvent, on voit ça, puis ça revient encore aux enseignements, que tout doit se faire avec respect, sans abus, et surtout la malveillance, de savoir qu'on acquiert des informations d'un groupe d'individus et par la suite, on s'en approprie et on prend la position ou la responsabilité du groupe ou de la personne pour le transmettre à d'autres, ce qui manque beaucoup, sans l'autorisation ou le OK des personnes, ça manque beaucoup de respect, donc avec insouciance et irrévérence. De nombreuses légendes orales parlent de contact entre les humains et l'au-delà. La notion de protecteur est un concept clé commun à de nombreuses sociétés. Chez nous, les Abénaquis, par exemple, l'ours est considéré comme l'un des 6 protecteurs directionnels qui se trouve à l'ouest avec la couleur jaune. Il représente la force physique, la guérison, car il est le gardien des plantes et des médecines. Et l'ours, c'est le seul animal qui va courir sur ses 4 pattes, mais lors de confrontation, va se lever debout comme un homme, comme un être humain pour se défendre. Et l'autre détail aussi, c'est ce qui m'a été transmis de chasseurs, c'est que quand ils vont enlever la fourrure de l'ours, les muscles et tout, c'est que ça ressemble à un homme. Donc, c'est une raison principale aussi, le grand respect et de vénérer l'esprit de l'ours. Puis, si on a des offrandes à faire un ours, ce qu'ils préfèrent, comme plusieurs d'entre nous, c'est le bleuet. Donc, on va offrir un peu de bleuet puis du tabac pour l'ours. Là, maintenant, on a une panoplie de personnages mystiques au sein de la nation Abénaquis. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, levez la main pour que je puisse vous voir. Un petit peu, je vais essayer de...
De voir tout le monde. Il n'y a pas de questions. Non, tu peux continuer. Comme je disais, au sein de la culture abénaki, il y a beaucoup de personnages mystiques. Maintenant, c'est des choses qu'on se familiarise de plus en plus. Un point bien, bien important, c'est qu'étant donné que maintenant, on utilise une langue inconnue, malgré qu'on a grandi dans la langue française, beaucoup de personnages mystiques étaient connus, surtout dans la langue de nos ancêtres, soit la langue abénaki. Donc, je vais vous lire, en fin de compte, le nom, puis à quel animal ou quel oiseau il est rattaché. Atavoy ou Atosis, un médolin, un homme médecine, est à la fois serpent et humain. Force les gens à trouver un bâton afin qu'ils puissent les cuire avec elle et être aveuglés par mouche basse. Asban, qui est un raton laveur, l'esprit du raton laveur ou de l'escroc carcajou. Kewasku, lui, c'est le cannibale gigantesque habitant les forêts. Chez les cris, il l'appelle dans son nom méchant. Il y a Kizozen, la divinité solaire, un aigle dont les ailes s'ouvraient pour créer le jour et se fermaient pour provoquer la nuit. Kitakskok, ou Petaskok, un esprit serpent qui combat le Padangyak. C'est intéressant de voir que même entre eux, que l'esprit du serpent va combattre les aides du tonnerre. Xtewawasus, les 4 premières étoiles de la Grande Ourse les 4 premières étoiles de la Grande Ourse sont souvent remarquées. Je ne sais pas si c'était la même chose pour vous autres quand vous étiez plus jeunes ou quand vous étiez jeunes, que vos parents vont vous montrer la Grande Ourse et la Petite Ourse. Il y en a qui appellent ça Big Dipper, Small Dipper. Puis c'était de quoi dans le fond? Ça veut dire qu'au cours de notre vie, malgré qu'on ne vit plus de la même manière avec les mêmes objets et le même mode de vie que nos ancêtres, vous voyez qu'il y a des fragments de ces connaissances-là qui nous ont été transmis pareil, malgré tout. La Grande Ourse, qui est pourchassée chaque nuit par 4 chasseurs, il est tué chaque automne et son sang coule sur terre en tournant les feuilles brunes, tandis que la constellation tourne à l'envers. Il est redressé et il renaît chaque printemps. Madgouas, c'est un esprit de lapin ou d'un lièvre, un de la magie. Le lapin, le tout premier Medolin chaman, légendaire fondé par la MEDA, la Société de magie. Metekolino, une race de sorciers maléfiques avec des cœurs de glace. En parlant de Medolino, il faut que je vous raconte quelque chose par rapport à ça. Dans ce qu'on retrouve aujourd'hui, la région du Maine, ou ce qui était la Nouvelle-France à l'époque, les Medolino, ceux qui ont des pouvoirs particuliers, se rassemblaient toujours le soir. Ils préparaient un feu, puis ils passaient la nuit à l'intérieur de la forêt pour discuter différentes choses par rapport à comment guérir, quelles plantes, etc., etc. Et pour terminer, c'était de savoir lequel de tous ceux qui étaient présents, lequel qui était le plus puissant. Donc, ils s'amusaient à, comment dire ça, s'il y avait un rocher près de l'endroit où ils étaient, ils s'amusaient à caler leurs pieds dans la pierre. Puis souvent, on dit, là, ça sort un peu de l'ordinaire, mais il y a du monde qui ont été témoins d'avoir vu l'empreinte de mocassin, vraiment qu'on pouvait discerner la forme d'un mocassin dans la pierre. L'autre chose aussi, c'est de danser alentour du feu. Les personnes, les participants, la partie inférieure de leur corps, dont les jambes vont disparaître dans le sol. Il y a Neben, une femme dont la beauté renversante force Peben à se replier
Vers le nord, elle représente l'été. Le nord, pour nous autres, mes amis, c'est le pays des ancêtres, le pays des morts. C'est pourquoi que c'est préférable pour... Si vous avez de la difficulté à dormir, puis vous faites face c'est-à-dire au nord, ben, dans le fond, vous êtes en constant contact avec le monde des morts. Donc, vous allez avoir de la difficulté à dormir. Donc, c'est mieux de se replacer vers l'est en ce qui nous concerne. Il y a Pemola, un oiseau est esprit de nuit qui prend les prisonniers à Lamokik, près du mont Katahdin, et provoque le froid. Pemola, pour nous, à Odanak, dans le fond, c'est l'équivalent de l'oiseau tonnerre. Pour vous raconter une anecdote, Théophile Panadi et Edouard Anis, deux aînés de la communauté qui avaient entendu parler de ça quand ils étaient jeunes, donc à l'âge de 14-15 ans, se sont rendus près de la rivière, ce qu'on appelle sur la côte des Hirondelles. Et Théophile demande à Édouard, il dit « Hey, tu sais quoi ça, cette affaire-là de Pemola? On essaye-tu de voir si c'est vrai? » Parce que leur grand-père, leur parent leur avait dit de jamais allumer un feu et d'appeler l'esprit de Pemola, car il pourrait se passer de quoi qui sort de l'ordinaire, d'avoir une surprise. Ça veut dire je ne joue pas avec ça. Donc, Théophile et Édouard vont chercher du bois sec, ils montent le feu, ils l'allument. Puis là, ils appellent Pemola dans la langue de nos ancêtres, dont Arabeneki. Puis à un moment donné, c'était une journée ensoleillée. Donc, le temps a commencé à se couvrir. Puis là, ils n'ont pas fait de cas de ça. Puis à un moment donné, le vent a commencé à monter de plus en plus. Théophile regarde Édouard puis il dit « Voyons, qu'est-ce qui se passe? Il me semble tantôt, la température n'était pas de même, elle a changé assez brusquement. » Donc, le vent a continué à monter, à monter, à monter, et à leur grand désespoir, le feu, l'emplacement où ce qui avait préparé le feu a commencé à sauter, à danser partout alentour. Mais c'était une partie de la commune qui était du foin sec. Donc, il a fallu qu'elle éteigne le feu parce que ça aurait embrasé la forêt. Puis, en fin de compte, ce qu'on connaît comme commune aujourd'hui aurait passé au feu. Donc, vous voyez qu'il y a des mentions des personnages, puis les êtres humains, ben, on est tous, on dit le terme, on est bien senteux, puis on va essayer de voir ce que c'est. Mais des fois, c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'on peut avoir des résultats non escomptés. Sonnen, un aigle esprit qui fait la neige en ouvrant les ailes. Padongiak, 7 frères à la peau blanche, aux cheveux dorés, mi-humain et oiseau, ancien habitant du lac Champlain, comme la guerre, la bataille des Kétaskog, le tonnerre et les esprits de la foudre. Peben, ou Pebon, un sorcier puissant, qui endort son public quand il raconte des histoires, l'esprit de l'hiver. Sigwen, un jeune homme qui aimait la saison de l'été et qui l'amenait au nord chaque printemps. Tabaldak, également connu, on s'en sert souvent, Tabaldak, le créateur androgyne d'existence. Mais on se pose la question linguistiquement parlant, depuis longtemps, à savoir si Tabaldak le mot aurait été influencé par l'écriture des Jésuites par rapport à l'endroit où le missionnaire dépose les hosties sur l'autel, le tabernacle, qui a eu une certaine influence. Parce que le missionnaire, vous savez, comme les prêtres nous ont dit, quand on est petit, le bon Dieu, il est dans le tabernacle sur l'autel. On pense que le Créateur est là. Les êtres du présentage maintenant. Alumbak winosis, une créature aquatique, espiègle qui renverse les canaux. Alumbeguis nosis, une race aquatique naine d'hommes qui peuvent augmenter ou diminuer de taille du corps à volonté. Il possède également un pot qui peut transformer quelques grains de maïs en une énorme quantité
voire soi-disant prédit un décès par noyade. Ascodaïd, un élément de feu, identifié comme une volonté ou le wisp qui apporte la malchance et la mort, également connecté avec les comètes et les météores. Étant donné qu'on parle des comètes et des météores, si vous avez des questions là-dessus, si vous pouvez partager avec nous, ça serait intéressant aussi parce que les aurores boréales, on a tous été fascinés par ça quand on était tout petit, même rendu adulte. Et puis, nous autres, au Danemark, le fun qu'on avait, c'était d'aller se promener dans les rangs ou dans les routes en arrière de la communauté où c'était très, très peu éclairé. Et puis, on s'amusait à siffler pour faire danser les aurores boréales. Puis les aînés nous disaient, si vous voulez faire danser les sorcières, ben là, vous sifflez. Une anecdote, en 78, je suis allé chez les Cris à Poste-la-Baleine, puis il y avait des aurores boréales, là, mes amis, c'était pas possible. On disait qu'ils nous dansaient avec 20 pieds au-dessus de la tête. Puis là, j'ai sifflé, puis là, le monde n'a pas aimé ça pantoute. Ils ont dit, non, siffle pas, parce qu'on a peur qu'ils enlèvent nos enfants. Mais c'est comme c'est un champ magnétique tellement puissant. Puis dans le nord, bien naturellement, il y a moins d'éclairage. Donc, je n'ai pas pu continuer à siffler pour faire danser les sorcières là-bas. Ils n'ont pas aimé ça trop tôt. Hatso Lawas, c'est un tricheur. Awa Hondoz, inspecter les esprits qui mordent les humains. Awiskonkwa, un petit spirit volant associé à la tribu des Mohawks. Batso Wanagwis, un philo bénin. Bedigwadzo, Abenaki occidentaux, ou Kataden, un héros de la culture. Avez-vous des questions? On arrive à la pièce de résistance. Il faut que je garde un petit peu de suspense, là, parce que avec le temps, bien, vous voyez, je m'arrange pour prendre un petit peu plus de temps à m'expliquer, parce que quand on travaille ensemble, ça, c'est dans ma nature, des fois, je fais ça un petit peu trop vite. J'aime mieux prendre notre temps. De toute façon, on a le temps. Chibai Skuda. OK. Chibai Skuda, si on traduit ça, c'est le feu des esprits. À Pierreville, le petit village voisin, le curé Moreau, au 19e siècle, a décidé de bâtir une église. Sans demander la permission à l'évêque, il dit, moi, je me bâtis une église, puis je n'ai pas besoin de demander à l'évêque, m'en faire à ma tête, cette fille-là. La raison principale, c'est parce que où est-ce qu'il voulait bâtir l'église, c'était un endroit marécageux. Et étant donné que le monde de la communauté appelait cet endroit-là justement Chibai Skuda, qui veut dire l'endroit des esprits, le feu des esprits. Et par la suite, ben, vous savez, les scientifiques ont trouvé une belle explication. C'est les poteaux de cèdre qui pourrit dans les marécages, qui fait un élément phosphore et qui crée ces flammes-là ou ces lumières-là qu'on voit dans les marécages. Mais je n'ai jamais vu des feux de marécage, j'ai déjà vu des Chibai Skuda, mais pas pour les mêmes raisons. Il y a des Dodakudat, de petits hommes qui tiennent la mâchoire des animaux ouverte avec des petits bâtons. C'est dans le fond, ils ouvrent la gueule d'animal, puis ils vont mettre un bâton pour pas qu'ils soient capables de fermer la bouche. Puis, il y a des récits qui disent que les petits lutins peuvent s'amuser à faire ça avec nous autres aussi. Ça veut dire les paupières avec des petits bouts de bois, la bouche, entre les doigts et attachés. Il y a Gogok, c'est un autre monstre. Il y a Lolol, un monstre effrayant. Il y a Mskagwedmus ou Manangamas. Mais elle, c'est une femme, c'est bizarre la traduction, une femme marécageuse. OK, ça, donc, je conçois que c'est quelqu'un qui vit dans les marécages. Vêtue de mousse avec de la mousse pour les cheveux, elle pleure seule dans la forêt, elle est potentiellement dangereuse. Ça veut dire que quand vous allez vous promener dans le bois, si vous entendez quelqu'un se plaindre,
ben, elle ne courait pas pour aller voir ce que c'est, ça pourrait être la dame des marécages. Il y a Masky Monkwishos, une créature crapaud, séduit les hommes et les enfants et les tue. Ça veut dire, les gars, si vous voyez un crapaud, ben, faites attention. Ou il va se transformer en perdrix ou en une femme vertue de mouche avec une ceinture faite d'écorce. Donc, portez attention. Là, si vous allez vous promener, là, si vous partez et m'amenez vos épouses, disent, ben, il est parti faire une marche, ça fait 4 heures, il n'est pas revenu, ben, on fait. Hein? À cause du crapaud. C'est pas une histoire d'embrasser le crapaud ou la grenouille, puis ça change en prince charmant. On voit que ça n'a pas la même histoire. Il y a Micmousas, une paire de jumeaux, encore, qui séduisent les femmes. Vous voyez, on parle des hommes, on parle des femmes, qui sont ensuite maudites et ne jamais désirer de mariage. Tuent les chasseurs pendant l'hiver et possiblement une personnification de la tribu de la nation Mi'kmaq. Une dame Kinowit, une créature mi-poisson, mi-humaine, avec un petit visage et de longs cheveux. Le Psychikdormus, une créature femelle, tue les hommes et des enfants. Vous voyez, on n'a pas trop du... c'est pas du monde bien plaisant. Il y a Paxisqua, une vieille femme laide. Vous voyez, il n'y avait pas de... Mais comme ils disent, hein, souvent les aînés m'ont dit lors de mes voyages rencontrés, ils disent, écoutez, ce n'est pas nécessairement l'esprit le plus beau qui est le plus dangereux, qui est moins dangereux, pardon. Oui. Il y a Pimsqua Waganogak, c'est petit et aquatique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? J'espère que vous ne dormez pas sur le gaz. Je suis ennuyant. Vraiment pas. Non. Là, c'est intéressant de voir tout ça. En tout cas, tout entendre ces noms-là, puis la signification, là, c'est impressionnant. Puis des fois, mais on invite souvent ceux qui ont des enfants en jeune âge. Ben, souvent, on va parler de ce que les enfants peuvent percevoir que nous autres, on est trop pollués mentalement, spirituellement, qui vont nous expliquer qu'ils ont leurs petits amis imaginaires. Okay. Ben, dans les communautés, puis même encore aujourd'hui, ce n'est pas un sujet à rire parce que c'est eux qui vont être visités par les lutins ou par... qu'importe. Souvent, ils ont des messages bien importants. Puis, c'est ridiculisé. Et par la suite, ben, un exemple, c'est que si quelqu'un était capable de voir des lutins ou d'autres petits-enfants qui venaient jouer avec eux autres quand ils étaient petits, puis on leur fout une crainte et une peur par rapport à ça. Et puis, rendu à notre âge, ils entendent parler que c'est bénéfique d'avoir vu ces êtres-là. Donc, ces personnes-là vont se sentir mal à l'aise de savoir que tous les messages qui ont pu manquer parce qu'ils ont instauré une peur intérieure et ils n'ont pas eu accès à cette information-là, qui des fois peuvent être très, très importantes. Une anecdote, puis étant donné que toutes vous autres, vous avez fait de la route longtemps, souvent dans votre vie, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre la route, puis vous avez un pressentiment que dans une courbe, il fallait ralentir pour X raisons, on ne sait pas pourquoi. C'est comme si on a une voix intérieure qui nous dit « Marianne, mets break ». OK. Donc, Marianne pompe les breaks tranquillement, puis pas longtemps après, il y a un chevreuil qui passe devant ou il y a quelqu'un qui perd le contrôle de son auto, puis qui a fait pas un tonneau, mais qui a fait qui a tourné complètement sur le highway. Ou une chose, moi, qui m'était arrivée, c'est dans les années 90, je voyageais à Montréal, au Danemark, puis
En arrivant à Yamaska, tout allait bien. Je suivais à 50 km/h, mais j'avais une vieille auto avec le genre d'auto. Vous vous rappelez qu'il fallait peser à terre sur une switch pour être capable de mettre les hautes et les basses, là? Donc, ma pédale de gaz, tout à coup, a resté collée au plancher. Ça a monté à je ne sais pas comment de 1000 tours, que si je n'aurais pas fait attention, ben, je me suis ramassé dans le clos assez vite. Puis je ne comprends pas encore aujourd'hui pourquoi ça s'est arrivé, mais j'avais un pressentiment que de quoi de semblable arriverait. Pour ça que ça a monté de 50 à 60, là, 70 000, de 50 km, de 30 000 à l'heure à peu près à 60 dans l'espace de 2-3 minutes. Donc, souvent, on va les associer à des parents proches, les associer peut-être à des amis ou à un ange. Souvent, le monde va dire, bon, on a un ange protecteur. Ça peut être notre intuition, ça peut être beaucoup de choses. Donc, c'est toujours bon de garder les yeux ouverts et d'écouter, parce que souvent, on a des messages. OK, maintenant, on arrive à la pièce de résistance. Ce que j'ai fait, c'est j'ai pris une légende que j'ai appris d'un de mes amis. Et puis, j'y ai rajouté ma touche personnelle qui représente le genre de personne que je suis, le genre d'environnement dans lequel on vit, etc., etc. Donc, cette légende s'appelle Manong Masak Yo Alakwika. Donc, c'est les lutins de la forêt. Il y a très, très longtemps, deux de nos chasseurs, Kino, qui était âgé de 30 ans, et Asban, qui était âgé de 35 ans, partirent en canot sur le territoire de chasse en Haute-Mauricie. Les Abénaquis, auparavant, c'était notre territoire de trappe, de chasse, jusqu'à pratiquement la rivière Métabetchouan, près de Pointe-Bleue. Même que la communauté de Pointe-Bleue ont beaucoup des membres de notre communauté, les Abénaquis, qui y vivent encore aujourd'hui. Principalement près du lac La Pêche. Je ne sais pas parmi vous s'il y a du monde qui a déjà été à la pêche dans le parc de la Mauricie, puis appelle ça le lac La Pêche, où il y avait le bâtiment principal du pourvoyeur ou le gardien de la pourvoirie. C'était une belle journée durant la saison du mois d'août, avec un de ses cousins qui l'accompagnait, car ils chassaient et trappaient ensemble depuis leur tout jeune âge. Puis, ils ont fait plein de mauvais coups, mais là, ce n'était pas la partie. La prochaine fois, on va parler des mauvais coups. Or, après avoir voyagé pendant plusieurs heures en canot, ils arrivèrent finalement au bord du lac. Kino décida de construire un linto, un abri ça le dit en anglais linto, ce qui est à côté à, dans le fond, c'est comme triangulaire, pour y passer la nuit. Asban portait très bien son surnom. Asban, c'est un raton laveur. Puis les ratons laveurs, dans plein de récits, c'est un petit animal qui aime à jouer des tours, surtout fouiller dans nos poubelles. Puis, bien souvent, s'il trouve un moyen, bien, il rentre dans la maison, puis il ne gêne pas. C'est pour ça que souvent, le monde va l'associer à un voleur parce qu'il y a un masque comme un voleur. Donc, Asban, notre personnage, c'est une personne très espiègle, comme le raton. Mais aussi, il passait son temps à grignoter, comme Marianne présentement. J'aime à faire ça parce que ça met un petit peu d'humour dans notre... C'est correct, Marianne? Oui. Et dormait pendant que Kino travaillait à la construction de l'abri pour y passer la nuit. Kino lui demanda « Hey, Asban, pourquoi tu ne vas pas chercher du bois pour le feu pendant que tu y es? » Puis là, Asban se revient de l'autre, d'un côté, puis pourquoi? Puis il dit en passant, il dit « Va chercher de l'eau fraîche, remplis ma gourde des deux autres, car demain, nous aurons une longue distance pour aller vérifier nos pièges à castor. » Parce que Asban et Kino avaient installé des pièges à castor environ 4 à 5 jours avant. Asban partit.
clopin, clopin. Tu sais, c'est comme on prend notre temps, pas pressé. Raton laveur, ça court vite juste quand il traverse l'asphalte, les rues de travers. À part ça, il prend son temps. Kino le regardait avec un sourire car il avait même l'allure d'un gros raton. Pendant ce temps, il terminait la structure du linteau et alla chercher des branches d'épinettes. Car étant dans le parc de la Mauricie, ben, c'est d'épinettes noires qu'on va trouver ça. En comparaison avec l'épinette qu'on a ici, ben, les épinettes sont pas mal plus pointues puis plus effilées. C'est moins confortable de s'asseoir ou se coucher sur un lit de branches d'épinettes de la rive sud que de la rive nord. Pour couvrir le toit de l'abri et aussi des branches de cèdre pour mettre sur le sol, qui sont plus confortables, puis ça sent bon. Une bonne heure plus tard, Asban revient avec des gourdes remplies d'eau fraîche et une bonne charge de bois sec. Il fit une surprise à Kino avec 2 contenants remplis de quoi? De sata. Était au mois d'août, ben, la saison des bleuets était à son comble. Kino le regarde avec un air espiègle et lui dit « Hein? Je savais que tu ne pourrais pas te limiter à chercher ce qu'on a besoin. » Asban lui dit « Ben, c'est bien beau avoir de quoi boire pour faire du feu, mais avant d'avoir de la viande, là, ben, on doit bien pouvoir se gâter un peu. Je pense pas. » Kino se mit à rire tellement fort que l'écho du lac transporta le bruit de sa voix au loin. Et ils furent morts de rire d'entendre la réplique en provenance de l'écho naturel du lac. Donc, par la suite, Kino alluma le feu pour faire réchauffer quoi? Pas de la bannique, de la galette. Les Abénaquis, la dernière personne que j'ai vue qui faisait cuire de la galette, c'était Théophile Panadi au domicile de mes parents. J'avais quoi, je pense, 8 ans, 9 ans. C'est la dernière fois que j'ai vu quelqu'un fabriquer ce mets-là typiquement des Abénaquis. La farine de blé, du sel et de l'eau, mais typiquement Abénaki, qui est en quelque sorte ce qu'on appelle un genre de bannock ou de bannick, qui est de tradition écossaise adoptée par d'autres communautés. Donc, quand on parle de sagamité, puis qu'on parle de bannick, bannock ou qu'importe, ben, c'est pas compliqué, mes amis. À l'arrivée des Européens, avant l'arrivée des Européens, ben, on n'avait pas de moulin pour moudre le grain, donc on n'avait pas de farine. C'était difficile de manger de la bannick ou de la bannock quand on n'avait pas ça à portée de la main. Donc, ainsi que de la viande d'orignal séchée. Donc, lors de leur petit lunch, ben, Kino et Asban avaient de la galette, de la viande d'orignal séchée, puis il s'est assuré d'amener un peu d'huile d'olive et naturellement des bleuets pour le dessert. Comme breuvage, ben, il n'avait pas amené de la bière là, ou de la liqueur. Il avait cueilli du thé des bois tout près de l'emplacement de leur campement pour la nuit. Après avoir bien mangé, ils entendirent des bruits un peu insolites parce que par le temps qu'ils ont fini de préparer tout ça, de manger, ben, la noirceur s'est installée. C'était pareil comme si quelqu'un ou quelque chose y riait au loin. Asban dit à Kino, c'est pas proche, car on dirait que l'écho du lac nous fait croire que cela provient de tout près d'ici. Kino lui dit, écoute, ça se rapproche de nous. La noirceur des flammes, la noirceur était déjà arrivée et la flamme faisait toutes sortes d'ombrages qui les rendaient quelque peu craintifs. Ils pouvaient entendre un autre chuchotement, mais ne pouvaient pas voir car la clarté des flammes les aveuglait. Tout à coup,
Crac! Boum! Kino regarde Asban et lui dit « J'ai peur. » Toi? Asban, qui aimait toujours faire des blagues, dit « Hey, je prends une pierre, toi un morceau de bois, et on compte jusqu'à 3, puis on y lance. » On lance en direction de l'origine de où que le bruit provient. Ils lancèrent la pierre et le morceau de bois. Puis, il entendit comme si la personne ou la chose était blessée. Le bruit des branches qui se brisent sous ses pas s'éloigne lentement du campement. Kino dit à Asban, « Tu continues à alimenter le feu et tu prends le premier tour de garde. » Imaginez-vous qu'Asban était tellement fatigué que pensez-vous qu'il a fait comme un bon petit raton laveur? Ben, il tombe endormi et Kino, pensant que Asban avait gardé le feu, s'est aperçu qu'il s'est endormi. Puis là, il lui dit, « Ouais, t'es pas trop responsable. » Puis là, Asban, en retour, lui dit, « Ben, toi, pourquoi pas? Pourquoi tu m'as dit de prendre le premier tour de garde quand que je dors à rien et je suis tout le temps fatigué? » Qu'importe, nous pouvons voir la première lueur du jour se lever. Ouf, on fait quoi maintenant, Kino? Écoute, lui dit Kino. Asban, pardon. Écoute, lui dit Kino. Hier soir, je ne voulais pas te faire peur, mais il y a une légende qui m'a été contée par mon grand-père qui trappait ici il y a très, très longtemps. Ça va? On est tous là encore? Un jour, il était ici, tout près du lac, comme nous. Après avoir visité ses pièges de castor, il rapportait ses prises et tombait endormi de fatigue. Puis là, Asban dit à Kino, « Ouais, ça veut dire quoi, ça? Il s'est endormi. C'est-tu comme moi que je dors tout le temps? Et alors? » Là, Kino dit, « Nemahom, qui est son grand-père en Abénaki, se réveilla soudainement et ne pouvait plus bouger comme s'il était paralysé. Il s'aperçut qu'il était attaché et que des petits bouts de bois ont été attachés entre ses doigts et ses bras, ainsi que ses jambes étaient aussi clouées au sol. Il entendit un rire mystérieux tout près de lui. Kino et Asban se regardent et ils disent, « Ouais, attends un peu, là, c'est quoi? Une chance que c'est le lever du jour, parce que non, moi, je ne passerai pas une autre nuit ici, certain. » En tout cas, Asban, il dit à Kino, « Tu continues ton histoire, ça m'intrigue pas mal. » Alors, pour tenter de lui faire peur, il dit d'une voix forte, « Awanigia, Awanigia, qui es-tu, qui es-tu? » Le petit être répondit, « Manangama Saknia, Manangama Saknia. » Je suis un lutin. Nemahom lui demanda à nouveau en Abénaki, « Kakusaka Daloka, Kakusaka Daloka, qu'est-ce que tu fais ici? » Grand-père prit une grande expiration parce qu'il était toujours cloué au sol. Pour calmer sa frustration, il lui dit, « Anhaldemawi, Wedzokami Nidomba. Anhaldemawi, Wedzokami Nidomba. Je te demande pardon, aide-moi, mon ami. » Alors le lutin s'approcha avec son sceptre et le toucha et il fut libéré de ses liens. Il s'assoit et lui demande, « Pourquoi tu m'as fait ça? » Le lutin lui dit, « Le monde des humains ne respecte plus les traditions, la forêt, les cours d'eau, et vous êtes même devenus égoïstes et insensibles à tout ce qui vous entoure. Et surtout, vous ne croyez plus. » Nous ne croyons plus quoi? Dit Asban à Kino. C'est-à-dire que Nemahom au petit lutin. Ben, que nous existons, vous ne croyez plus que nous existons et que ce n'est pas parce que vous, les humains, existez que vous êtes les seuls
Et pourquoi vous vous tournez le dos et vous oubliez qui vous êtes? Qui vous êtes? Ce que dit Kino. Tu comprends ce que je veux dire, Asban? Ouais, je comprends mieux l'importance de toujours respecter les enseignements de nos parents et grands-parents à propos de notre héritage culturel et surtout de bien l'appliquer puis le mémoriser, le protéger. Alors, que penses-tu on va retirer nos pièges à Castor et nous allons laisser vivre les castors avec leur famille en paix. Asban dit oui, puis dans le fond, là, ouais, on n'a pas d'urgence. Pour des raisons de survie, pourquoi on tuerait les castors? On n'est pas en état de survie. Un jour, si c'est le cas, et pour des raisons de vraie survie, alors nous offrirons des prières au Temaquak, le castor, que nous avons besoin de leur chair pour nous nourrir et de leur fourrure pour nous garder au chaud. Donc, Kino et Asban retournent à la maison. Merci, grand-père. Ktin Mahon. Merci, grand-père. Donc, ça résume une légende qui est fondée sur des faits réels et aussi pour un message bien clair par rapport à comment on perçoit ça, par rapport aux légendes et coutumes. Est-ce que vous avez des questions? Bien, c'est pas l'idée qu'on n'a pas de questions. C'est tellement intéressant. On reste comme à garde. T'en souviens, pour nous autres, l'histoire du bonhomme 7 heures, c'est un peu une légende, ça aussi. Mm-hmm. T'en souviens? Peut-être que vous autres, vous ne l'aviez pas, mais nous autres, là, quand j'étais jeune, là, les parents disaient tout le temps, le bonhomme 7 heures va passer, rentrez vite à la maison. On avait la chienne de ça, tu sais. Je me rappelle, moi. Ben, sais-tu, Yvan, M. Lompré, pour ne pas manquer de respect, parce que on n'a pas beaucoup d'années différentes, je pense. Si on regarde ça, juste pour se mettre dans le contexte, pour ceux qui n'ont peut-être pas connu ça, l'affaire du bonhomme 7 heures, je vais vous dire ma version de ce qui se passait chez nous. On a eu la même chose. Il y avait le bonhomme 7 heures, bonhomme 9 heures. Quand tu étais chanceux, c'était à 9 heures, autrement, c'était à 7 heures. Dans la communauté, il n'y avait pas d'éclairage. Donc, on parle là, des années 64, 65. Là. Puis, c'est drôle parce que l'éclairage de la rue, il y avait 3 lumières dans la rue, c'est la rue principale au Danac. Tu en avais une pas loin de la gare, puis c'était une ampoule à peu près à 60 watts. Après ça, tu en avais une à peu près à 3/4 de mille plus loin, un autre 60 watts, puis l'autre, ta plus faible, probablement 40 watts. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éclairage, pas en tout dans le village. Donc, il y avait le facteur le fait du bonhomme 7 heures, bonhomme 9 heures. Pardon. Puis nous autres, au Danac, au centre du village, il y avait un petit pont. Puis, il y avait un fossé d'à peu près 10, 15 pieds de creux. Puis, il faisait noir là, mes amis. Là. Tu passais vite quand tu passais sur le petit pont. Là. Puis, souvent, on entendait des... Je ne sais pas, tu courais vite en maudit. Puis, plusieurs années plus tard, je parlais de ça avec mon père. Puis, mon père, il riait. Il dit, voyons, il dit, qu'est-ce que t'en ris, pas de même. Mais il dirait, Jean, oui, il y a l'histoire du bonhomme 7 heures. Mais il dit, n'oublie pas que ceux qui avaient fêté un petit peu trop la veille, qui s'en tournaient chez eux, qui étaient trop chauds, ben, ils tombaient puis ils roulaient dans le fossé. Ou bien ils se réveillaient parce qu'ils étaient malades de brosse, puis c'était pas parce qu'ils voulaient te faire peur, là. C'est parce qu'ils ne se sentaient pas trop bien, donc il y avait un petit peu de gémissement d'avoir un petit peu trop bu la veille. Mais quand il m'a dit ça, puis il me dit qui faisait ça, ah ben là, quand je voyais la personne en question, j'étais gêné un petit peu, je me disais, pauvre monsieur, je l'ai pris pour un bonhomme 7 heures ou un monstre qui sort du fossé. Là. Mais
Effectivement. Ben, dans le fond, c'est une bonne affaire, M. Lompré, qu'on nous a enseigné ça parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a du monde qui ont été tués, qui ont été abusés, qui ont été Ça. enlevés littéralement. Puis nos parents, au lieu de nous dire, ben, sors pas le soir parce qu'il peut t'arriver ici, il peut t'arriver ça, je pense qu'on aurait resté tellement collés au jupon de notre mère qu'on n'aurait rien fait, on n'aurait pas osé aller marcher dans le bois en arrière de chez nous. Donc, vous voyez, c'est une manière détournée pour être capable de nous avertir des dangers. Mais un fait qu'il faut que je vous raconte, un autre fait, c'est mon arrière-grand-père, Louis-Napoléon, étant donné qu'il n'y a pas d'éclairage, naturellement, était parti au village voisin, qui donnait à peu près 1,5 mille de marche de chez nous. Et puis, ils vont acheter de l'épicerie à Pierreville. Puis, à leur retour, il dit à sa femme, il dit, Marie-Jeanne, donne-moi tes sacs de grosserie, puis va en avant de moi, tu marches plus vite, puis va allumer le poêle, parce que, naturellement, on n'allumait pas la fournaise à l'huile, là. Non. À l'âge de mon arrière-grand-père, il est décédé en 1935, donc il y avait peut-être 30, 40 ans, si on parle de 1800 cucs. Donc, Marie-Jeanne part en avant de son mari, puis elle va allumer le poêle à bois. Puis là, il la voyait, elle marchait plus vite que lui, puis il avait ses sacs de grosserie, il ne pouvait pas marcher aussi vite qu'elle. Puis, quand Marie-Jeanne est arrivée près du petit pont en question que je vous parlais tantôt, Louis-Napoléon, il veut sortir un homme habillé en noir du fossé, puis qui marchait à côté de son épouse. Donc, il ne fait pas de cas, il était à peu près quoi, à 700-800 pieds. Il ne tape pas partir en courant après aller voir ce que c'est, surtout avec les sacs de grosserie. Donc, puis c'était pas un peu heureux. Donc, il a attendu d'être rendu à son domicile. Puis là, il dit à Marie-Jeanne, il dit, je ne sais pas comment dire ça, Marie-Jeanne, mais à Wanigi, c'était qui était à côté de toi? À Wanigi, à Alamos. C'était quoi? C'était qui, ça, ce chien-là, à côté de toi? Marie-Jeanne, elle le regarde, elle dit, je n'avais pas de chien à côté de moi. Donc, Louis-Napoléon a vu un humain, puis sa femme, elle, a voyé un chien qui était à côté d'elle. Donc, vous voyez, ces choses-là, c'est des faits réels. C'est des choses qui, quand on se raconte ça, ces histoires-là, c'est un site, il y a encore de la clarté. On devrait les faire à 11 h le soir. Quand on descendrait dans le sous-sol ou on en ferait des danchettes dehors ou descendre dans le sous-sol, ou aller dehors, on serait peut-être, on allumerait le fanal, comme on dit anciennement. Donc, c'est des faits qui nous arrivent de même. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a des choses à partager avec nous autres. Merci, M. Lompré. Il n'y a rien là. Mais il y en a un autre qui existait aussi dans le temps, là. C'était dans les salles de danse. Pour empêcher les filles et les gars de se rencontrer dans les salles de danse, il racontait que un être humain avait cogné à la porte. C'est un beau monsieur, là, puis les filles étaient toutes emballées. Puis il y en a une qui avait parti à danser avec lui. Elle avait toutes les épaules brûlées par les mains, là. Il avait passé au travers du mur et avait laissé ses griffes en passant. Moi, je me rappelle de ça, là, il racontait ça, puis on en shakeait quasiment. Il y en a eu des affaires, tu sais. Comme ça j'imagine que c'était le diable. Je vous laisse à passer. C'est quelqu'un d'autre. Ben, moi, le bonhomme 7 heures, il est de ma génération aussi, là. Hein, mes parents m'ont conté cette histoire-là de bonhomme 7 heures, puis il y avait un bonhomme 8 heures aussi. Il ne fallait pas que ça dépasse trop 8 heures. Avant qu'il fasse noir, il fallait revenir à la maison. Mais ça, c'est sûr que je l'ai entendu, celle-là. Mais nous autres, ce qu'on fait plus maintenant avec les tout petits, pour pas qu'ils les empêcher de dormir avant de se coucher, là, pour qu'ils puissent dormir, c'est ça. Ben, on leur raconte des petites histoires, mais là, on est dans le temps des fêtes, là, où est-ce que 24 jours avant Noël, on fait les petits lutins qui viennent rendre visite à la maison.
et qui nous observent pendant la journée, puis ils font des taquineries. Là, je te dirais, c'est plus rendu ça dans nos générations là, actuelles avec les enfants. Comme ça, ils se dépêchent à aller au lit. Les lutins devraient être là toute l'année. Parce que les enfants se couchent pas de bonne heure parce qu'ils savent que les lutins ils ont du temps pour faire le bordel dans la maison. Puis après ça, ils se lèvent à l'heure prévue le matin. Là, ben, ils découvrent c'est ça, le party qui s'est fait la veille. Mais c'est ça. Sinon, moi, j'en ai pas en tout cas, ça ne me vient pas comme ça en tête. Là. C'est ça, de ce que j'aurais pu avoir comme légende. Là. Non, ça. Peut-être quand j'étais plus jeune, je ne me souviens pas comme ça. Là. À part le bonhomme 7 heures, ça c'est sûr. C'est drôle parce qu'il y avait un bonhomme 7 heures, puis il n'y avait pas de madame 7 heures. Non. Rien qu'un bonhomme 7 heures. Non, c'est juste, c'est ça. Il devait y avoir quelque chose au niveau de la bonne femme, mais je ne me souviens pas. Moi, quand j'étais jeune, mon père me chantait la toune du Lustucru. Ah, Oui, Oui. le Lustucru, là, il pleure, il a faim. Cru OK. au vif, sans pain ni beurre, il mangera tous les enfants qui ne dorment pas. ah, Oh hey, boy. oui, tu t'en vas toucher. Hein? C'était ça, le soir, là. Mais je chantais en joke parce que ça avait bien. Tu sais, c'était comme une joke parce que mon père n'était pas agressif, c'était un homme doux. Il chantait ça, là, il chantait cette tune, je me souviens de l'air, là. Il disait, il pleure, il a faim, cru au vif, sans pain ni beurre, tous les petits-enfants, il mangera s'ils ne dorment pas. Fait que ça veut dire, couchez-vous puis dormez. Pas de peur. Il y a de quoi de mettre la couverte sur la tête? Le Lustucru. Je ne sais pas ce que c'est. Veux-tu le mettre sur Mio? On en a rencontré une, des titres. Comment? Tu veux le mettre sur Mio? Ah, OK. Moi, j'en avais une aussi, un petit peu dans le même sens que M. Lompré. Toute la question du diable là, qui est pogné, parce que quand on danse, là, il y avait toute la question aussi du clergé là-dedans là, qui nous interdisait. Mais ma grand-mère, c'était une femme, elle avait de la descendance autochtone et elle avait beaucoup des notions comme, aujourd'hui on appellerait ça une petite sorcière. Elle était quand même assez spéciale. Mais elle me racontait que le violon, c'était l'instrument du diable. Fait que c'est pour ça que quand le monde dansait avec le violon, il n'est plus capable d'arrêter à un moment donné. Puis là, toi, tu peux être pris là-dedans. Tu peux être condamné. C'est un peu dans le même sens que vous parliez. Fait que c'est pour ça qu'il faut s'arrêter à une certaine heure. Puis ma grand-mère, elle me disait, ben moi, je voulais l'apprendre, le violon. Mais étant donné que c'est un instrument du diable, ben, en plus, il ne fallait pas que ce soit des femmes qui jouent du violon. Parce que c'est une femme, c'était plus grave encore. Tu sais, tantôt, on parlait de bonhomme, bonne femme, là. Ouais, ben là, elle ne pouvait pas. Fait que ce qu'elle me racontait, c'est qu'elle se cachait dans un garde-robe, puis elle jouait du violon. Elle a appris à jouer le violon comme ça, dans le garde-robe. Hey. Mais elle ne jouait jamais devant le monde. Ça a pris des années avant qu'elle commence à jouer. Et puis, moi, j'avais remarqué que beaucoup plus tard, c'est ça, elle a joué devant ses enfants, tout ça. Puis mon père a appris le violon avec elle. Puis là, c'était comme passé un peu l'affaire du diable, mais c'est ce qu'elle m'avait raconté. Puis moi, j'avais remarqué comment ça se fait, grand-maman, vous jouez toujours votre violon, mais juste un petit bout. Tu sais, c'est pas, elle jouait pas comme ça, là, tu sais, juste un petit bout. Puis elle me disait, ben écoute, moi j'ai appris dans un garde-robe, hein? Fait que j'avais pas grand place pour jouer. Fait que, elle dit, Meryl, je prenais juste un petit bout. Puis mon père, il jouait pareil comme elle, juste un petit bout à la fois. Puis il n'a pas appris dans le garde-robe. Mais... Fait que, en tout cas, on a bien ri. Puis mais moi, ça m'a resté, ça, l'histoire que le violon, c'était l'instrument du diable. Ça expliquait bien des choses. Il y a beaucoup de contes et légendes aussi par rapport à ça. Le violon qui est pris, là. Ouais. Le Némon, je pense, le rite du Némon, qui s'empare de toutes les personnes dans une maison. Puis finalement, c'est le diable qui arrive, puis il va amener une jeune fille, puis qui n'est plus capable d'arrêter de danser. Fait que, mais tout ça, ça nous
Ça nous touche beaucoup parce que moi, en tout cas, ça parlait de ma famille. Quand elle me racontait ça, je comprenais beaucoup de choses familialement, que, OK, il y a des interdits, la façon qu'on peut quand même s'affirmer, mais il faut se cacher. Tu sais, il y a toutes sortes de messages dans une légende. Hein? Il n'y a pas juste qu'elle nous fait peur. Des fois, c'est comme... elle nous apprend des choses que autrement, il ne nous dirait pas. Fait que, parce qu'elle, elle nous parlait aussi des loups-garous, puis je pense qu'elle en avait vu. Puis, en tout cas, on a su c'était qui les loups-garous à un moment donné, mais ça, c'est une autre histoire. Oh, oui, Fait que c'est ça que je voulais dire. C'est beau, les gens, tu peux mettre ton... Vous voyez que les exemples, puis ce que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, beaucoup d'être avec vous autres, puis qu'on partage, parce que on démystifie des choses. C'est pas par un côté que c'est différent de l'autre. On vit dans les mêmes conditions. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont fait de la misère. C'était pas facile. Ils ont travaillé dur pour qu'on reste en santé et en vie, comme on dirait. Mais que le concept de légende, puis ces choses-là, c'est des choses qui sont communes. Et puis souvent, le monde va se dire: ah, ben vous autres, les Québécois, c'est différent, blablabla. Puis, ah, dans les communautés autochtones, on sait, vous autres, c'est pas pareil. Ben, savez-vous, on vit dans les mêmes places. Il y a des grosses chances qu'on ait vécu les mêmes choses au même moment. Mais c'est parce qu'on dirait que le monde crée une ligne de démarcation entre les deux. Mais on ne peut plus avoir de ligne de démarcation entre les deux. Pourquoi? Un exemple avec vous autres, c'est que ça fait quoi, là? Ça fait combien d'ateliers qu'on a ensemble? 7, 8? Non, plus que ça. En tout, tu veux dire? Oui. Avec moi, avec vous autres, ça fait quasiment... Ça doit faire 6-7. 6-7. Puis, dans le fond, c'est pour vous dire que on fait partie intégrale de part et d'autre de tout ça. Puis de pas faire, de plus mettre une ligne de démarcation. Bon, on sait pour vous autres, c'est différent. C'est pareil comme moi, je dirais, ben, vous vivez dans la région de Sherbrooke, c'est pas pareil comme vivre à Odanak. La seule différence, c'est que Sherbrooke, c'est un peu plus haut qu'Odanak, puis il y a un peu plus de montagnes, mais ça se ressemble beaucoup. Donc, puis souvent, un a influencé l'autre parce qu'on vit ensemble, naturellement. L'histoire du bonhomme 7 heures là, de ton père, là, ça fait longtemps, quand on était petit, c'était autre chose. Puis à Odanak, nous autres, l'autre personnage aussi, par rapport à quand on va à l'extérieur, c'était la dame en blanc. Puis c'est drôle parce que souvent, on va parler des personnes d'un certain âge, à peu près à quoi, 80, 90 ans. On dirait que dans tous les villages, il y a une histoire d'une dame en blanc. Je ne sais pas pour quelle raison. Ça n'a pas rapport avec la Sainte Vierge. C'est vrai. Nous autres, ici, il y a un endroit qu'on appelait le Marais de Masta, qui était un peu plus loin, que maintenant, l'Aventure Odanak est installée là. Et puis, mon père il disait qu'auparavant, M. Masta avait fait bâtir un hôtel, des chalets au début, un petit peu plus avant 1900 ou dans ce coin-là. Puis, les touristes américains ou du monde bien entier, ils louaient un chalet où ils couchaient à l'hôtel là, puis ils allaient se promener en chaloupe, enfin, une grande année avec leurs femmes ou leurs amis sur le marécage qui était nettoyé, qui était comme un genre de petit lac. Et puis, malheureusement, un incident est arrivé, puis la dame s'est noyée dans le marécage en tant que tel, dans le lac. Et puis, par la suite, mon père, il disait ça, il disait, hey, ça s'est passé bien avant sa naissance. Puis à chaque fois qu'il allait dans le bois, là, puis quand il allait bûcher, surtout cet endroit-là, c'est entouré de forêts. Donc, c'est normal qu'en automne ou au printemps, on va voir comme de la stime ou de la fumée qui sort du lac. Mais il dit même à ça, ça nous est arrivé d'avoir vu comme une silhouette blanche
avancer sur l'eau. Donc, on ne sait pas si la dame est encore dans le fond de l'eau, si on était capable de la sortir ou qu'importe. Donc, vous voyez, c'est plein d'anecdotes de même que c'est important de ne pas oublier. Et puis, j'aurais une faveur à demander si Mme Lompré, si vous pourriez m'écrire les mots de la chanson, puis que Marianne nous les envoie, parce que c'est loin en arrière. Le premier mot que vous avez dit, ça me dit de quoi, mais j'essaie de replacer dans le temps qui aurait pu parler de ça. Guette, est-ce que tu as compris? Ah. Ah, attends un petit peu, tu n'as pas de son. Yvan, est-ce que tu veux remettre le son? On n'a pas entendu, Guette. S'il te plaît. OK. OK, si je me souviens d'une partie, parce que là, on parlait de ça, là, j'ai l'air dans ma tête. C'est le lusticru. Lusticru? Lusticru. Puis il me chante la chanson, là, je la sais, je l'entends dans ma tête, là. Mais lui, il chantait ça le soir pour s'amuser avec nous autres, pour nous endormir, mais c'était pour rire, parce que c'était pas un homme qui nous faisait peur ou qui était violent, il était très doux. Mais c'était comme des tunes que lui, il avait entendu son enfance, puis il nous chantait ça, tu sais, avec d'autres tunes, là. OK. Fait que je vais essayer de vous trouver les paroles, puis je vais pour Marianne. Vous voyez, ça, c'est quand on parle de trésor culturel ou qui fait partie d'un héritage, ça fait partie de ça. Puis ça doit être une chanson que peut-être plein de monde connaissait dans une région, puis ils vont dire, « Hey, Mme Lompré, on est tellement content que quelqu'un s'en est rappelé, parce que nous autres, dans notre coin, ça ne se chante plus. » Donc, ça fait partie, puis ça a une signification particulière. C'est pas de quoi d'anodin. Puis comme votre mari disait tantôt, c'est vrai que quand la noirceur arrivait, là, tu étais beaucoup tenté de rester dehors plus longtemps, mais je pense qu'on a tous vu des bonhommes 7 heures, même s'ils n'étaient pas là, qu'on se dépêchait à courir, va retourner à la maison. Ou l'autre raison, de se faire chicaner, en arrivant, parce qu'on avait pris trop de temps pour s'en revenir. Puis, on y a peut-être pensé aussi, comme Marianne le disait tantôt, tu mets ta couverte au-dessus de la tête, puis tu y penses au bonhomme 7 heures. C'est tous des points importants. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être des choses que vous voudriez partager? J'essaierai de regarder, c'est ça, je regardais sur YouTube, là. Il y a l'air d'avoir des chansons, Le Grand Lustucru ou quelque chose comme ça. Okay. Je vais regarder si ça coïncide avec les paroles que Huguette nous disait, là. Ah, il faut que ça soit authentique de ta mère. Les autres versions, on va respecter la version de ta mère. D'accord. Parce qu'il y en a d'autres, peut-être, parce que vous venez de quel coin, Mme Lompré? Ben, mes parents, c'était de Sherbrooke. OK. De la ville de Sherbrooke? Oui. OK. Mais tu sais, eux autres, c'est une grosse famille, les Boisverts, puis ils venaient de plein de régions. C'était pas tous parents, mais tu sais, lui, je pense qu'il chantait des choses de son enfance qu'il nous transmettait comme ça, là. OK. Dans leur famille, c'était toutes des personnes qui avaient chanté, étaient vivants. Fait que quand on se réunissait, ils chantaient plein de tunes de même, mais les autres, ça venait de leur enfance, mais ils nous le transmettaient à nous autres. Fait que là, je me souviens de certaines heures dans ma tête, tu sais, là. OK. Puis il y a des fois que les petites, je me souviens de les avoir chanté ça, mais je ne me souviens pas de ça. C'est un petit quelque chose. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va vous demander la permission, puis vous allez nous enseigner ces tunes-là, pour pas que ça se perde. Tu sais, Marianne, tu as un job, là. Fais enregistrer ta mère. Oui, ben ça, c'est pas. Le père peut le faire aussi. Là, ils vont chanter en duo. Oui. Je pense que c'est une chanson de folklore. OK. Est-ce que c'était pris dans les livres là, de la bonne chanson ou de d'autres folklores qui étaient chantés, mettons, par les compagnons de chansons qui venaient de la France? Parce que mon père, il aimait beaucoup toutes ces tunes-là. Il était dans des chorales longtemps. Fait que peut-être que ça vient dans ces places-là. Là, on a eu en cadeau plein de livres de la bonne chanson de quelqu'un. Fait que là, on va regarder, c'est peut-être là-dedans. OK. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour le partage. Merci, Jacinthe, puis tout le monde, parce que c'est ça qui fait la beauté de vous parler à chaque fois. Puis on repart toujours
avec beaucoup de bonheur parce qu'on rit tout le temps, tout ensemble. Hein. Puis ça nous fait oublier vraiment là, quand même qu'il fait méchant dehors, qu'il fait froid ou qu'on on pense plus au COVID pendant le temps qu'on est ensemble. Eh, bien, oui. Et Michel est toujours dans la clarté, lui. Il n'est jamais dans la noirceur, Michel. Puis on ne peut pas l'entendre, malheureusement. Je ne sais pas si. C'est-tu revenu, Michel? Il est encore avec une équipe en braille. Moi, je n'ai pas d'autre chose pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. M'entends-tu, Régent? Oui, là, oui. Ah, ben, dis-moi pas que c'est finalement. revenu, tabarouette, finalement. Oui, C'était intéressant au niveau des légendes. Moi, Regarde. j'avais une question que je ne pouvais pas te Oui. poser parce que tu ne m'entendais pas. Mhm. Moi, je pense qu'on a perdu beaucoup de légendes étant donné toutes les restrictions qui ont été imposées. Fait que, je pense qu'il y en a plus qui ne sont pas connus qu'il y en a qui sont connus. Ben, Puis, présentement, est-ce qu'il s'en développe toujours des légendes strictement, typiquement autochtones ou c'est plus des légendes qu'on peut qualifier de légendes urbaines? Mais dans la communauté, pour ma part, il y a, comme je disais, de ma génération, je pense que je suis le seul qui s'est intéressé à ça. Et puis, Sérieux, toi? ouais, puis ceux qui pourraient nous les transmettre, ben, ils sont tous partis. La majorité sont décédés. J'ai été agréablement surpris qu'à un moment donné, un aîné du nom de Roger Bénédicte, qui est décédé maintenant, à ma grande surprise, je l'ai su il y a à peu près 2 mois. Puis ça fait 2 ans qu'il est parti, puis personne ne me l'a dit. Qui était un qui m'avait conté qu'il avait vu un lutin quand il était petit gars dans la maison, dans la grange à côté de sa maison. Donc, mais les aînés dans la communauté, les hommes, les plus vieux, non, ils sont tous partis. Parce qu'il faut faire une distinction. Il y a des choses que, plus souvent qu'autrement, puis ce n'est pas une question de faire du sexisme, plus souvent qu'autrement, c'était des hommes qui étaient dans le bois, qui étaient dehors tout le temps, des femmes restaient à la maison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de phénomène qui sort de l'ordinaire, mais on dirait qu'il y avait une partie des légendes qui étaient contées par les hommes, ou les histoires. Puis les femmes, c'est surtout des chansons avec leurs enfants. Donc, justement, Jacinthe, maintenant, on parlait de ça chez ses parents, puis on avait un texte, un livre de chansons que sa grand-mère avait écrit. Puis j'étais en train de lire ça avec eux autres dans le salon, puis à un moment donné, son père est parti à chanter la chanson. Puis, on a resté tellement surpris parce que c'était simultané, puis c'était une chanson en langue sauvage. Puis, on a tous resté surpris parce que c'est vraiment en langue autochtone. Là. Maintenant, on essaie de savoir, de trouver dans quel dialecte qui parlait M. Laliberté. Donc, puis, vous voyez, c'est encore un homme. Mais sa mère, il chantait ça ou sa tante quand il était petit. Donc, maintenant, c'est d'essayer de trouver du monde, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un vieil enseignement, il y a un enseignement bien, bien important qui est important à se rappeler, c'est que quand on est en quête de trouver ce qui nous appartient ou quand on est prêt à le recevoir pour le transmettre, c'est là qu'on va trouver des personnes, on va croiser des personnes qui vont nous enseigner ces choses-là. Donc, vous autres qui tenez, en l'occurrence Michel, toute l'organisation, Marianne, ben, c'est grâce à vous autres que l'information se transmet. Ça veut dire que vous devenez un média important pour pas que ça se perde, ces choses-là. Et puis, je ne peux pas dire la même affaire, ça n'existe pas dans ma communauté, puis il n'y a pas d'intérêt par rapport à ça. C'est comme Odanak est devenu un village autochtonisé. Ça veut dire qu'on y met les couleurs puis les vêtements qu'on veut 1 fois, 3 fois par année, puis le reste du temps, ben,
c'est comme n'importe quel petit village. Ça veut dire qu'on a perdu cette essence-là. Puis, je vais vous dire, bien franchement, je ne perdrai plus d'énergie à essayer d'allumer une flamme là, qui est éteinte bien dur. Là. Il n'y a rien à faire. Le monde, ils veulent vivre de même. Même les jeunes, ils n'ont pas... ils montrent un intérêt, mais c'est comme... ah, c'est du vieux stock. Nous autres, on ne veut pas vivre en 1700. Dans le fond, ce qu'on parle là ce n'est pas parce qu'on veut tout retourner vivre dans le bois comme en 1700. C'est qu'il y a des valeurs, il y a des philosophies, il y a plein de choses qui se rattachent à nous autres. Puis quand on l'oublie, ben, on oublie une partie de soi-même, puis on oublie nos origines. Donc, OK, aujourd'hui, on voit plein d'effervescence. Il y a 15 ans passés, on ne voyait pas le mot stop en Abénaquis sur la rue. Il y avait moins d'endroits qui étaient identifiés. Pardon. Mais quand il n'y a plus une âme à ça, puis tu n'y crois pas, ben, comme on dit, c'est bon pour les touristes, mais dans le fond, qu'est-ce qui démarque par rapport à ça? C'est pour ça que dans le texte que je vous ai raconté tantôt, j'ai rajouté des mots en abénaquis pour qu'on se familiarise avec ça parce que j'entends mon grand-père qui dit, puis j'ai eu la chance de l'entendre parler en abénaquis ou des grands-oncles ou des aînés de la communauté. Mais même aujourd'hui, l'accent, ceux qui apprennent la langue, on dirait qu'ils parlent comme... vous avez sûrement vu l'annonce à la télévision quand la femme est au Mexique, puis elle dit « Muchos gracias ». Tu sais, ça n'a pas vraiment l'accent que ça devrait être, là, mais le monde parle en abénaquis de même. Puis c'est comme, voyons, c'est quoi l'affaire? Vous n'avez pas la... C'est une langue qui est chantante, c'est une langue qui est parlée avec douceur. Puis quand on était choqué, on disait « Madi » ou « Madahundo ». Ben, c'était maudit puis c'était diable. C'était les deux mots qui voulaient dire méchant. Ou l'affaire, c'était Midigam Mitsi, qui veut littéralement mange de la haine. Donc, c'était des gros mots dans la langue. Mais c'était pas sortir toute la coutellerie qu'il y a à la sacristie comme on voit aujourd'hui. Mais au moins, de moins en moins, les jeunes, ils se servent moins de ça, mais ils sont bien. C'était bien des. Comment je peux dire ça? Des abréviations où ils parlent une autre langue comme moi. Oui, comment ça peut avoir changé. Donc, non, à Odanak, c'est plate, mais on continue, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de trésors, il y a beaucoup de choses qui nous appartiennent à nous tous sur le territoire ancestral. Une chose, entre autres, c'est on était à Sillery, on a traversé vers la rivière Chaudière. Mais mes amis, qu'est-ce qui est arrivé entre la rivière Chaudière et Odanak et Oulinac? Les Abénaquis étaient là. On a-tu disparu de la face de la planète, puis 1, 3, 4 sont arrivés au Odanak? C'est quoi la crise qui est arrivée? Donc, toutes vos familles qui ont voyagé, qui voyagent sur le territoire, ben, on a des parents ici, on a des parents là, je m'aperçois du côté de mon arrière-grand-père, ben, il y en avait qui étaient à Scottown dans le canton de l'Est. Il y en avait qui étaient au lac Mégantic. Il y en avait qui étaient au mont Mégantic. Il y en avait qui étaient à Drummondville. Il y en a. Mais comment ça se fait que tout le monde se restreint à dire ben, les Abénaquis sont dans le petit 2000 par 1000 à Odanak ou un quart de mille par un quart de mille à Oulinac? Donc, c'est la raison pourquoi, puis je vous en félicite, je vous remercie jamais assez de nous donner la chance, l'opportunité de partager, parce que de le faire formel, puis juste de raconter une histoire, merci, bonjour, clic, tu sais, c'est comme... En fin de compte, ça revient à ce que M. et Mme Lompré disaient tantôt, c'est qu'on vient avec cette vieille ambiance-là. Puis, je suis content de le dire, c'était une vieille ambiance qui nous rassurait, qui avait beaucoup de chaleur, qui avait beaucoup d'amour, qui avait beaucoup de... Tu sais, c'était dépourvu complètement de chicane, puis de ci, puis de ça. Puis d'en rire, c'est ça qui était le plus important. Mais je pense que c'est ça qui fait que c'est important qu'on continue à travailler tous et toutes dans le même sens, puis
on souhaite la santé, puis de continuer à faire ça pour qu'il y ait encore plus de monde qui apprécie qui on est, parce que on participe tous à quoi? À faire connaître ce qui est des Abénaquis, à faire connaître des légendes qui sont de la région de Sherbrooke ou qu'importe. Dans le fond, on travaille tous dans le même sens pour obtenir le même objectif. Puis, c'est sur le territoire ancestral de nos ancêtres respectifs. C'est pour ça que c'est bien important. Ah, ton micro ne fonctionne pas. Michel, est-ce que tu peux descendre ton micro? Non, Non, on ne t'entend il pas. a arrêté. Malheureusement. Il a peut-être dit tes 2 mots à Benaki de tantôt. Là. Non, on ne t'entend pas, Michel. Je ne sais pas. C'est peut-être ton fil ou ta prise de micro là, est peut-être fragile un petit peu. Là. Le contact se fait peut-être pas bien, là, mais. En tout cas, si je peux me permettre d'abord, je ne sais pas si tu avais terminé, Régent, là. S'il y avait des questions ou quoi que ce soit par rapport à ce qui s'est partagé aujourd'hui, y a-t-il des questions? Des commentaires? C'est bon. Vous m'entendez? Oui, oui. Entendez-vous? Ah oui, on t'entend, Michel. Oui. Ah, je suis revenu, là? Il ne faut pas que tu bouges trop. Bon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, Régent? Il ne faut pas perdre espoir. Puis, il y a une chose qui manque pour beaucoup de cultures, puis notamment au niveau des Autochtones, qu'est-ce qui nous manque bien gros? C'est que la culture de l'art. On fabrique des tableaux, on fabrique des objets, on est capable, il y a des endroits où on peut aller les visiter, mais on n'a pas de musée des légendes autochtones. Ça manque, puis on devrait travailler pour en créer une, au moins sur le territoire ancestral des Abénaquis. Il me semble qu'on pourrait se reconnaître là-dedans, puis les gens, c'est parce que les gens ne prennent pas le temps de s'arrêter, puis de regarder toute la richesse qui existe à ce niveau-là. Mais je pense qu'on est un peu coupable parce qu'on n'en parle pas assez. On ne met pas ça assez de l'avant. Puis on devrait essayer de travailler pour aller réaliser un musée des légendes autochtones sur le territoire abénaki. Il me semble qu'on devait travailler dans ce sens-là. Oui. C'est vrai. C'est une super bonne idée, puis faire le lien. Puis souvent, le monde, si on ne le fait pas, le monde va le réaliser. Qu'il y a des choses qui sont semblables. Puis c'est vrai, c'est une bonne idée parce que le monde, souvent, ils vont en parler brièvement des musées. Tu sais, de quoi d'à peu près à 10-15 minutes, puis c'est comme, that's it. Puis ils vont mettre plus d'emphase sur l'objet en tant que tel. Ouais. C'est intéressant, là, mais puis j'ai remarqué, moi, j'ai eu la chance de travailler comme guide senior ici au musée, puis ma personnalité a toujours été bien colorée. Donc, quand j'expliquais une exposition ou j'expliquais un objet, ben, je m'assurais qu'il y ait bien de la couleur, puis de l'humour, puis tout. Mais ce n'est pas tout le temps le même quand on va dans les musées. Des fois, c'est comme, OK, maintenant, vous avez un mousquet qui a appartenu à Champlain lors de la guerre de... OK, mais c'est quoi qui se rattache à ça? Ben, c'est le calibre 44, mais des fois, il y avait du 50. C'est comme, voyons, c'est... Tandis que les légendes, on peut les faire aussi avec... ben justement, je mentionnais ça à Jacinthe, il y a une des légendes que je fais que éventuellement, je voudrais faire un décor ou si on en fait à se déplacer, avoir un décor pour être capable de mettre vraiment le monde dans l'ambiance. Une, entre autres, quand Roger il se rend au hangar en arrière de sa maison le soir, ben, on est sur une scène, on allume juste le fanal, puis à un moment donné, ben, pour nous mettre vraiment dans l'ambiance, comment c'était en 1900. Donc, ça pourrait être des légendes qui seraient mimées, puis que le monde pourrait lire, en tout cas. Pardon? Il y aurait des idées. Ah, on aurait plein d'idées. Ça veut dire que vous pouvez me compter dans la gang si vous avez besoin de nous autres, là, ça nous ferait plaisir parce que c'est notre legs pour les générations futures.
Puis, c'est pas obligé toujours d'avoir des plumes, puis des ci, puis des ça. C'est comme, voyons, à un moment donné, autrement, on serait tous habillés en plumes présentement, puis on parlerait toute une langue qu'on ne se comprend pas. Ben, Mm. c'est une partie de nous-mêmes qu'on est en Vrai, train de ça. perdre. On t'entend pas beaucoup, Michel. On t'entend pas? Ben oui, on t'entend, mais pas fort. Ah, là, non, on l'entend plus. Là, on t'entend plus. Oui, il y a quelque chose dans son fil. Moi, je pense Ouais. que c'est son fil qui se branche dans l'ordinateur qui est fragile. Ah, peut-être. Ah, Ah, voilà. là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Oui. Oui, c'est mieux. Ah, ben, tabarouette. Bon, on a chacun nos problèmes. Mais moi, j'ai un problème de fil. Non, mais c'est ça que j'étais en train de dire. On est en train de perdre ça là, à une vitesse tellement accélérée. Et puis, je pense que ça fait partie de notre richesse, ça fait partie de nos traditions. Il faut trouver le moyen de remettre ça de l'avant puis rendre ça encore plus vivant. Pas pour nous, mais pour les générations qui vont nous suivre, parce que de la façon que c'est parti là, dans 100 ans, ils ne se rappelleront pas qu'il y a eu des légendes de tel niveau, tel niveau. Là, tu parlais tantôt, tu parlais des lutins. Depuis que plus loin je me rappelle, j'entendais parler des lutins. Et ça se perd. Tout Ouais. se perd. Mm. S'il n'y a pas d'efforts de fait, puis ceux qui veulent faire les efforts, ben, on n'a peut-être pas l'écoute nécessaire pour. Ça prend des budgets, il faut aller chercher des budgets, il faut cogner à des portes, il faut être capable d'être convaincant pour le réaliser. Mais on va tenter de trouver un projet qu'on va essayer de mener à bien là-dessus. Oui. Ouais, ça serait le fun. Vas-y, Régent, je m'excuse, je ne veux pas te couper la parole. Non, 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 c'est correct. Non, ça va être super, ça, Michel, parce que C'est les aînés, au fond, la valorisation. ouais, la valorisation des aînés, oui. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est la valorisation des aînés traditionnels autochtones qui, eux, dans le fond, ils ne pouvaient pas lire, ils ne pouvaient pas écrire, mais tout se faisait tradition orale. Exact. Et puis là, ben, c'est de transmettre ça. C'est comme mes grands-parents, moi aussi, ils étaient pas, mes parents aussi, c'était pas des personnes très, très éduquées très fortement, quoiqu'ils m'ont toujours encouragé à lire et à écrire. Mais ils étaient beaucoup plus portés sur la tradition orale. C'était très, très encouragé. Mais ça prend du temps. Puis on n'avait pas toutes les télévisions, on n'avait pas, tu sais, nous autres, dans ce temps-là, on fermait la télévision dans nos parties de Noël, il n'y avait aucune télévision, il n'y a personne qui avait cette fameuse petite boîte-là. Personne n'avait ça. Puis on était tous réunis, puis on prenait le temps de s'écouter, puis je me rappelle, on était tous en cercle, puis chacun, bon, ben OK, Jacinthe, c'est à ton tour. Toi, qu'est-ce que tu nous fais cette année? Une chanson, une histoire, une légende? Puis c'était comme ça à tour de rôle. C'est un peu cette ambiance-là de ramener la tradition orale, puis de prendre le temps. C'est de valoriser ça parce que c'est souvent les aînés qui le transmettent de tradition. Exact. En général, c'est vrai que quand il faut qu'on aille chercher des sous, ben c'est peut-être justement, c'est ça, c'est de valoriser les aînés dans ce qu'ils sont capables de transmettre avec les autres générations, multigénérationnelles. Puis comme ça, ben, ça nous démontre aussi qu'il n'y a pas juste eu des traumatismes parmi les Autochtones ou n'importe. On avait du fun aussi. Ouais. Puis ça aussi, c'est bon à transmettre. Pas qu'ils pensent qu'on a connu juste de la misère, puis c'est donc pas drôle que ce que vous avez vécu. Non, il y avait des choses de fun. C'est pas juste... c'est pas vrai, ça, que c'était tout pas bon. Là. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut, la valorisation. Bien d'accord avec toi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions pour notre ami? Ben moi, c'est Il n'est pas pas une gêné, là. question. C'est pas une question. J'ai-tu perdu mon son encore, moi? Non, 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 t'es c'est là. bon. Non? Hey, tu me fais peur. Ben, Régent, on te remercie. Comme d'habitude, ça fut fort intéressant.
Et je pense que plus qu'on va en parler, plus qu'on va prendre le temps de s'échanger au niveau de nos légendes respectives qui ont toutes des points en commun, ça nous fait du bien, puis ça nous revalorise aussi à titre d'Autochtones, puis comme Jacinthe disait tantôt, là, on a eu des belles périodes. Puis il va y avoir encore des belles périodes. Il n'y a pas juste eu juste du noir dans la vie des Autochtones. Il y a eu du bon temps, puis il va y avoir encore du bon temps. Mais on ne peut pas arrêter la technologie et la modernité. La seule chose, il faut faire un temps d'arrêt, puis mettre ça entre parenthèses pour ne pas le perdre. Parce qu'on était juste on marchait par communication. On ne marchait pas par écriture. Puis par communication avec toutes les pressions qui ont été faites pour anéantir les cultures autochtones, puis les lois qui ont été passées par les gouvernements fédéraux à l'époque, qui existent encore, qui n'ont pas été réellement modifiées. Ce n'est pas des lois pour émanciper les Autochtones, c'est des lois pour les faire disparaître. Fait que, je te remercie beaucoup. Puis j'aimerais aussi, en terminant là-dessus, vous remercier ceux qui ont eu des pensées positives. Puis qui Michel, ont on est en train de te perdre. fait une prière pour, Michel. Es-tu capable de jouer avec ton fil un peu encore? Entendez-vous? Non? Tu as comme fait un fade-out, tu sais, c'est comme un fond. Entendez-vous? Oui, Oui? oui. Bon, ben, je vais recommencer. Je voulais vous remercier pour ceux qui ont eu des pensées positives pour ma fille et ceux qui ont prié pour ma fille. A été plus que 17 jours aux soins intensifs. À l'Institut de neurologie de l'Université McGill, ils l'ont donné un surnom, ils l'appellent la petite miraculée, parce qu'ils ne pensaient pas qu'elle était pour être capable de récupérer comme ça. Eux autres, ils nous préparaient pour qu'elle passe pour l'au-delà, hein, qu'elle retrouve les esprits, les grands esprits. Puis c'est une combattante. Elle est en train de nous démontrer que quand tu veux rester avec nous, ben, tu es capable de le faire jusqu'à un certain niveau. Puis je remercie tout le monde. J'ai été absent depuis quelques semaines. Puis des fois, comme j'ai envoyé un courriel à Régent, moi, il demandait s'il confirmait, puis il avait confirmé, faisait longtemps, j'avais complètement perdu ça de vue. À un moment donné, tu perds des bouts. Puis, C'est pardonnable amplement. j'espère que ça va aller pour le mieux, mais en tout cas, je tiens à vous remercier. Aujourd'hui, à remercier Régent, notre conférencier. Puis à souhaiter à tout le monde de la santé, parce que quand on a la santé, avec la santé, on peut faire puis réaliser beaucoup de choses. C'est ça qui est bien important. Merci les gens, puis je vous souhaite à vous tous une belle fin de journée. Puis ça a été des moments qui ont été fort agréables. Pour moi, ça m'a permis un petit peu de mettre mon calvaire entre parenthèses. Puis j'apprécie énormément votre présence. J'ai apprécié ta conférence. Merci à tout le monde. Bienvenue, à bientôt. Merci. 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 Tout le monde. Merci, Au Régent. revoir. La semaine Merci. prochaine. OK, Bye bye, bye. Jacinthe. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye tout le monde. À la Bye. semaine prochaine. Bye bye. Bye.